En somme maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. C'est le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Je prends un bref instant aujourd'hui pour féliciter le nouveau premier ministre de l'Alberta, M. Jason Kenney, qui a été élu avec une majorité hier. On se rappellera que le chef de la CAQ avait soulevé la colère du gouvernement albertain en décembre dernier en mentionnant qu'il ne se sentait pas du tout gêné de refuser de l'énergie sale en provenance de l'Alberta. Nous comprenons qu'au Québec, le développement économique, ça doit se faire dans le respect de l'environnement et qu'on n'en veut pas de pipeline. Mais par contre, Monsieur le Président, il y a des manières de dire les choses pour exprimer son opposition à un projet. L'ex-première ministre albertaine avait d'ailleurs vivement réagi en invitant le nouveau premier ministre du Québec à descendre de ses grands chevaux. Même un ex-député conservateur au fédéral avait même appelé au boycottage des produits québécois. Cet épisode n'a certainement pas contribué à enrichir l'image du Québec auprès des provinces canadiennes. Le premier ministre ne cesse de dire qu'il veut créer de la richesse. Pour y parvenir, ça prend des partenaires et les échanges commerciaux avec les autres provinces, ça représente 70 milliards de dollars annuellement. Est-ce que le premier ministre compte profiter de l'élection de ce nouveau premier ministre pour repartir sur une note moins conflictuelle et, si oui, comment? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je voudrais à mon tour profiter de l'occasion pour féliciter Jason Kenney pour sa victoire éclatante qui ressemble un peu à notre victoire du 1er octobre dernier par son ampleur. Je voudrais aussi le remercier pour son geste élégant de s'être adressé aux Québécois en parlant français. Donc, j'étais très content. C'est sûr que Jason Kenney et moi, on a une grande priorité en commun, qui est l'économie. Il y a un grand projet aussi qu'on a en commun, qui est le projet de GNL, donc un projet d'oléoduc de gaz. On parle d'un projet de 13 milliards de dollars avec des milliers d'emplois payants. Concernant le pétrole, Monsieur le Président, c'est important de se rappeler qu'avec l'inversion de l'oléoduc Enbridge, actuellement, le Québec reçoit 53 % de son pétrole de l'Ouest canadien. Maintenant, concernant un futur oléoduc de pétrole au Québec, bien, j'espère que le chef de l'opposition officielle est d'accord avec moi, qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale. Il semble laisser entendre que le Parti libéral serait peut-être ouvert à un nouvel oléoduc de pétrole au Québec. Je suis assez surpris. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous savez très bien que ce n'est absolument pas le cas, Monsieur le Président. Moi, je suis convaincu que le premier ministre du Québec et celui de l'Alberta vont s'entendre sur une chose, semble-t-il. Il y a un point en commun, c'est qu'ils détestent la péréquation. Le premier ministre de l'Alberta a d'ailleurs l'intention de tenir un référendum afin de priver les Québécois de tout montant d'argent de péréquation du fédéral et qui proviennent évidemment, entre autres, en partie de l'Alberta. Est-ce que le premier ministre va avoir la même position et demander... Monsieur le premier ministre... Président, on a beaucoup de choses en commun. M. Kenney et moi, d'abord, j'aime beaucoup l'équipe des Flames de Calgary qui, ne sait jamais, peut-être vont se rendre en finale de la Coupe Stanley. Concernant la péréquation, le chef de l'opposition sait très bien qu'il y a une entente jusqu'en 2022. J'espère qu'il est un défenseur du système actuel de péréquation. C'est vrai que les libéraux nous ont laissé une situation où le Québec est plus que jamais dépendant de la péréquation parce que le Québec est plus pauvre que le reste du Canada. Mais on va corriger ça, Monsieur le Président, mais ça fait partie des avantages du Canada, cette péréquation. On va regarder. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Hier, j'ai demandé au premier ministre combien de temps ça lui prendrait pour se séparer financièrement du gouvernement fédéral. Il m'a dit 15 à 20 ans après m'avoir lancé une série de statistiques. Ma question aujourd'hui, c'est comment compte-t-il atteindre cette indépendance? Je lui demande, entre autres, de me nommer un projet concret qu'il mettra de l'avant pour y arriver. Monsieur le premier ministre.
Monsieur le Président, effectivement, on a hérité d'une situation économiquement difficile que nous a laissé le Parti libéral. Je vois l'ancien ministre des Finances qui continue de mélanger les finances publiques et l'économie. Quand on regarde l'économie, donc le PIB par habitant... Je vous demande à nouveau, mais je vous demande, s'il vous plaît, d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses. La parole n'appartient qu'au premier ministre dans cette phase de notre période de questions. Votre collaboration. Oui, Monsieur le Président. On continue d'avoir un écart de 15 avec l'Ontario, 20 avec le reste du Canada dans la richesse par habitant. Le ministre de l'Économie va annoncer dans les prochains mois des changements majeurs, entre autres chez Investissement Québec. Il faut faire exploser les investissements privés. Il faut créer de la richesse au Québec. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, le premier ministre doit quand même avoir un plan bien précis pour s'affranchir, entre autres, de la péréquation. Hier, il nous a parlé de 15-20 ans. Je vais lui poser la question d'une façon très simple. Peut-il nous dire combien de milliards il compte réduire la péréquation d'ici la fin de son premier mandat? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je l'ai expliqué hier, pour être capable de réduire la péréquation, il faut avoir une croissance du PIB qui est meilleure au Québec qu'en Ontario et dans le reste du Canada. Comment on fait ça? Bien, il faut augmenter les investissements privés. Quand on regarde les investissements privés du Québec, on a tout un rattrapage à faire avec l'Ontario, le reste du Canada, même les États-Unis. Quand on se compare par habitant, il faudrait doubler les investissements des entreprises. Donc, on va modifier le rôle d'Investissement Québec. Au lieu d'être, comme avant, une banque qui devait faire des profits, on va en faire un organisme qui attire des investissements privés. Question principale, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. En 2008, lorsque les professeurs Charles Taylor et Gérard Bouchard ont réfléchi à l'importante question du vivre ensemble et des accommodements raisonnables, et non pas uniquement au port de signes religieux, comme on aimerait bien le croire, ils ont expressément exclu les enseignants des catégories visées par l'interdiction. Évidemment, une enseignante est bien loin d'exercer des pouvoirs d'autorité coercitive. Mais plus profondément encore, la loi sur l'instruction publique mentionne que l'enseignant exerce sa fonction dans une institution dont la mission est d'instruire, de socialiser, de qualifier. La Cour suprême décrit le rôle de l'école comme étant un milieu de vie et un lieu d'échange d'idées. L'école doit reposer sur des principes de tolérance et d'impartialité. Le ministre a-t-il décrété que signes religieux et impartialité sont incompatibles, alors que dans toutes les autres professions de la société, c'est la compétence et le professionnalisme qui sont les seuls juges des actes posés? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, je remercie la collègue de Marguerite Bourgeois pour sa question. Je crois comprendre la sens de sa question, c'est pourquoi est-ce que nous visons les enseignants ainsi que les directeurs d'école dans le cadre du projet de loi 21 pour l'interdiction de port de signes religieux durant la prestation de travail. Alors, les enseignants et les directeurs d'école, ce sont des figures d'autorité. Alors, vous savez, nous, ce qu'on a proposé aux Québécois dès 2013, c'est de s'inspirer du rapport Bouchard-Taylor. Donc, les personnes en situation d'autorité ne pourront pas porter de signes religieux, notamment les juges, les policiers, les agents correctionnels, les procureurs, ainsi que dans le rapport Bouchard-Taylor, il y avait également le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont inclus dans le projet de loi 21. Aussi, dès 2013, on avait dit qu'on allait inclure les enseignants parce qu'ils représentent une figure d'autorité. C'est ce qu'on a dit en campagne électorale et c'est ce que nous faisons dans le cadre du projet de loi 21. Alors, c'est cohérent et tout à fait logique avec la proposition historique de notre formation politique. Et d'ailleurs, je crois avoir un appui également du député Jean Lesage parce qu'il disait dans un blog, contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient aussi s'abstenir de porter des signes religieux. En effet, l'école est un lieu d'éducation où toutes les questions doivent pouvoir être posées et toutes les idées soumises à la critique. Alors, je les appuie. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Le rapport Bouchard-Taylor que le premier ministre a louangé plusieurs fois en période de questions lors de la dernière législature soulignait que bien vivre ensemble dans une société diversifiée exige que l'on apprenne à trouver normal un éventail de différences identitaires. La question se pose comment le fait d'aseptiser un milieu éducatif de toute référence culturelle et religieuse peut-il être bénéfique pour un enfant? Monsieur le ministre de l'Immigration.
Monsieur le Président, la position du gouvernement a toujours été très claire qu'on s'inspirait du rapport Bouchard-Taylor et notamment qu'on incluait les enseignants. Alors que le Parti libéral, lui, ne souhaite interdire aucun signe religieux pour toute personne, que ce soit les policiers, les juges, les agents correctionnels, les procureurs. Nous, on est dans la logique du rapport Bouchard-Taylor. Mais vous savez, M. Bouchard était d'accord aussi d'interdire le port de signes religieux, supposons, pour les policiers. Alors, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire du rapport Bouchard-Taylor, mais qu'on le bonifie également. Et je pense que la proposition que nous faisons fait consensus. Et c'est un projet de loi qui est rassembleur, qui notamment nous permettra de tourner la page sur ce débat-là qui dure depuis plus de 10 ans. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Je rappellerai poliment au ministre que Gérard Bouchard a qualifié leur projet de loi de radical. C'est radical comme expression, ça. Le professeur de droit Pierre Bosset a récemment cité la Cour suprême qui souligne que l'exposition précoce des enfants à des réalités autres que celles de leur environnement familial constitue tout simplement un fait de vie en société. Voilà. Donc, sur quel postulat scientifique le ministre se base-t-il pour décréter qu'une enseignante voilée, dite en autorité, aurait une influence néfaste sur le développement de l'enfant? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, M. Bouchard a également dit que la position du Parti libéral était pire aussi, parce que le Parti libéral refuse d'agir dans ce dossier-là. Durant 11 ans, ils ont eu la possibilité de faire en sorte d'inscrire la laïcité de l'État dans nos lois. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont proposé le projet de loi 62 qui s'est avéré suspendu par la Cour et qui était un fourre-tout qu'on ne pourrait qualifier. Ensuite, on se retrouve avec une situation où le Parti libéral a refusé d'interdire le port de signes religieux chez les personnes en situation d'autorité, notamment proposé par M. Bouchard. Alors, on est arrivé avec un projet de loi 21 qui est consensuel, un projet de loi qui est rassembleur, qui va permettre d'assurer le dépôt d'un projet de loi qui est modéré, et je souhaite qu'on travaille dans ce sens-là ensemble. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. En entrevue, le ministre de l'Éducation a affirmé que la rareté d'enseignants n'existait pas dans certaines régions, que les lobbies avaient peut-être faussé la perception de la population quant à la pénurie d'enseignants. Après vérification par la presse, tant en Gaspésie, en Beauce, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Maniwaki, tout le monde parle de pénurie dans le réseau de l'éducation. Il nous manque des enseignants. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, à quel lobby le ministre de l'Éducation parle pour être le seul au Québec à croire qu'il n'y a pas un manque réel et urgent d'enseignants au Québec? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je me demande bien comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à avoir une pénurie d'enseignants dans plusieurs classes, à avoir de la misère à trouver des suppléants pour remplacer des enseignants qui parfois sont malades, doivent s'absenter? Comment on a pu penser pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, dévaloriser une profession comme ça au point de faire baisser les jeunes qui se dirigent vers la profession enseignante avec de moins en moins d'inscriptions à chaque année, puis pousser des enseignants qui sont là vers d'autres professions? Bien, on en est arrivé à dévaloriser la profession trop longtemps. On arrive avec une perspective totalement nouvelle, avec une revalorisation de la profession enseignante, avec cette intention annoncée de changer la loi sur l'instruction publique pour inscrire dans la loi le statut d'expert des enseignants, pour reconnaître leur jugement professionnel. On arrive avec l'idée de hausser le salaire à l'entrée pour renforcer l'attraction de cette profession-là. On arrive avec une vision où on va vouloir aider les jeunes aussi dans leur insertion professionnelle pour qu'ils arrêtent de quitter la profession dans les premières années. En terminant. Et ce souffle nouveau amène, pour la première fois depuis longtemps, une hausse de demande d'admission dans les facultés. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Ils arrivent aussi avec un projet maternel 4 ans qui va venir ajouter de la pression au réseau d'éducation avec beaucoup plus de classes, plus de maternelle 4 ans, moins d'enseignants disponibles. Je me permets de citer Martin Maltais à l'automne dernier alors qu'il était professeur. C'est urgent de commencer à trouver des solutions. On a déjà commencé à frapper un mur. Si on ne pose pas des gestes radicaux et exceptionnels, on n'y arrivera pas. Est-ce que maintenant que Martin Maltais travaille au bureau du ministre de l'Éducation, est-ce qu'ils ont enfin des solutions? Monsieur le ministre de l'Éducation. Je suis content d'avoir beaucoup de compétences dans mon cabinet parce que, justement, on en trouve des solutions. On travaille avec l'Association des doyens des facultés des sciences d'éducation pour créer des possibles, pour créer des passerelles, pour que des gens qui n'ont pas suivi la formation de 4 ans, mais qui sont peut-être titulaires d'un baccalauréat en histoire, en sciences, en maths, puissent venir enseigner dans nos écoles secondaires.
J'ai assoupli les tolérances d'enseignement pour que ces gens-là, ces talents-là, puissent s'additionner aux talents qu'il y a dans les écoles, mais sans niveler par le bas, justement en trouvant des solutions, en leur permettant de suivre une formation d'appoint en pédagogie pour décrocher le brevet. On est au travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. J'ai bien écouté la réponse, mais je n'ai pas entendu c'est quoi les solutions concrètement. Alors, au début de semaine, il a parlé de mesures, un bouquet de mesures. Mais, Monsieur le Président, un bouquet, si on ne l'arrose pas de solutions concrètes, bien, il risque de se faner assez vite. À l'automne prochain, là, il va manquer 300 enseignants juste à la commission scolaire de Marguerite Bourgeois. Quelles sont concrètement là, des solutions à court terme? Pas dans 5 ans. Là. Dans 4 mois, ça commence à rentrer scolaire dans notre réseau du Québec. Monsieur le ministre de l'Éducation. Bien, Monsieur le Président, dès septembre prochain, il y aura de l'argent pour financer un plan d'insertion professionnelle, du mentorat pour que les gens qui font le choix de la profession restent dans la profession. Ça, c'est concret. Il y a pour la première fois des bourses. Il y a plus de 15 millions de dollars qui ont été prévus dans le budget. Il faudrait lire, c'est très concret, 15 millions de dollars pour valoriser la profession enseignante, des bourses dédiées à ceux qui font le choix de la profession enseignante. Il y a cette intention d'hausser le salaire à l'entrée. Il y a des passerelles, donc de nouvelles formations universitaires qui s'en viennent s'ajouter à ce qui existe déjà. Et je vous le dis, il y a enfin de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, ça n'arrivait pas quand il était au gouvernement. Pour la première fois, il y a une hausse des demandes d'admission des facultés d'éducation. Ça va mieux que ça allait. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la langue française, c'est important pour le Québec, c'est important pour le Parti québécois. On a eu un rapport vendredi dernier qui nous témoigne à nouveau du recul du français au Québec, notamment dans la région de Montréal. Ça confirme ce qu'on croyait observer. On a demandé au gouvernement national des Québécois de poser des gestes, d'ouvrir la loi 101, qui est une loi charcutée, qui ne suffit pas d'appliquer pour résoudre les problèmes. Le gouvernement a dit non. On a demandé d'appliquer la Charte de la langue française aux entreprises où on retrouve de 25 à 50 employés, non plus. On a demandé de rétablir le financement qui a diminué, non plus. Alors, une fois qu'on a épuisé nos demandes, on s'est tourné vers les demandes de la Coalition Avenir Québec. On lui a rappelé un engagement de nommer un commissaire à la langue française. Et surprise, ce matin, ils consentent à une motion qui leur rappelle leur engagement. Très bien, on va la voter tout à l'heure. Ma question, qu'est-ce qui empêche le premier ministre d'appliquer la Charte de la langue française aux entreprises de 25 à 50 employés? J'aimerais avoir au moins une raison valable pour ne pas faire ça. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on a enfin reçu le rapport de l'Office québécois de la langue française. J'étais d'ailleurs surpris de voir le Parti québécois vendredi dire c'est un drôle d'hasard que ça sorte si vite que ça. Oui, ça a pris 6 mois alors que ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas eu. Donc, moi, j'étais content que ça sorte si vite que ça. Et on est en train de regarder le rapport. Ce qui est le plus préoccupant dans le rapport, c'est toute la question du français langue de commerce. Malheureusement, il y a trop de commerces à Montréal qui utilisent le français et l'anglais, donc le bilinguisme, pour recevoir les clients. Ça veut dire que la loi 101 n'est pas appliquée. Puis il va falloir trouver des moyens. Puis ma collègue, la ministre de la Culture, va déposer au cours de la prochaine année un plan d'action concret pour s'adresser, entre autres, à ce problème-là. Maintenant, concernant les entreprises plus petites, j'invite le chef du Parti québécois à rencontrer des PME. Il va se rendre compte qu'il y a déjà beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperasse. Je pense qu'encore là, ce qui est important, c'est de rendre accessible plus de cours de français. Donc, on a augmenté les budgets pour qu'il y ait des cours de français, même que ça puisse se donner dans les entreprises. Je pense que c'est ça qui est important plutôt que d'ajouter de la bureaucratie dans les petites entreprises qui ont déjà trop de bureaucratie. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la Charte de la langue française, elle est charcutée. Elle ne peut plus agir comme elle le faisait autrefois. Alors, appliquer cette loi dans les circonstances, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'on propose que dans les milieux de travail, là où ça compte, on puisse appliquer la loi. Je comprends que le premier ministre, pour lui, que ça parle anglais d'une entreprise de 25 à 50 employés, d'un coup, qu'il y aurait un foreman qui passerait et qui parlerait anglais, comme le disait l'ancien premier ministre Couillard, ça l'inquiète. En ce sens-là, je trouve que sa réponse n'est pas très convaincante. Il est beaucoup plus Monsieur le premier ministre, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, je pense que le chef du Parti québécois me connaît assez pour savoir, très important pour moi qu'on défende, qu'on fasse la promotion du français. La langue de travail au Québec, c'est le français. Et on souhaite que même dans les petites entreprises, on travaille en français. Malheureusement, même dans les entreprises de plus de 50 employés, parfois la loi 101 n'est pas appliquée. Il faut s'assurer de l'appliquer. Il faut être capable de défendre notre identité. Il faut être capable de faire la promotion du français. Il faut être capable de mettre en place des mesures pour que le français soit la langue de travail, soit la langue de commerce, soit la langue d'affichage. On va y travailler, puis on va arriver avec un plan d'action. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre dit que je le connais bien. Je lui connaissais bien plus de ferveur sur ces enjeux lorsqu'il était au Parti québécois. Maintenant qu'il est premier ministre de la CAQ, c'est un enjeu qui est accessoire. Il reconnaît que dans les entreprises de 25 à 50 employés, il y a un problème, mais il décide de ne pas agir. Il choisit d'abord les affaires avant le nationalisme. Alors, en ce qui me concerne, il y a des gestes à poser. Je lui demande de les poser au nom de la nation québécoise. C'est son rôle de premier ministre de s'assurer de la vitalité du français. Il a des moyens pour le faire. La Charte de la langue française, elle a été adoptée. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ça fait 6 mois que le gouvernement est en place. On ne peut pas régler tous les problèmes en 6 mois, mais je veux rassurer le chef du Parti québécois. Dans les petites, les moyennes et les grandes entreprises, on va travailler pour que ça se passe en français. Mais on n'est pas obligé d'ajouter de la bureaucratie dans les plus petites entreprises. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. On peut être capable de mieux aider les entreprises à créer des emplois et s'assurer que la langue de travail, ça soit le français. On va travailler sur l'économie et sur le français. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre et moi, nous avons souvent des divergences, mais il y a une chose sur laquelle on s'entend et on se ressemble, c'est l'amour du Québec. Vous ne m'entendrez pas dire ça souvent, mais quand le premier ministre a affirmé que le pétrole sale de l'Alberta n'était pas dans l'intérêt du Québec, je l'ai trouvé digne d'un chef d'État du 21e siècle. J'ai trouvé qu'il était à l'écoute de notre peuple aussi. Hier, dans son discours de victoire, le nouveau premier ministre albertain, Jason Kenney, s'est adressé directement aux Québécois et aux Québécoises. En fait, il veut l'aide du Québec pour exporter son pétrole tiré des sables bitumineux. D'ailleurs, un désastre environnemental, Monsieur le Président, qui englue sa province et ses travailleurs dans une dépendance insensée aux hydrocarbures. Si ça va mal en Alberta, c'est parce que le modèle économique y est passé date. Monsieur le Président, nous aurons l'occasion aujourd'hui de mettre notre pied à terre une bonne fois pour toutes. Nous avons l'occasion d'être unis pour affirmer ensemble que nous voulons au Québec une économie moderne, sans énergie fossile et sans oléoduc. Est-ce que le premier ministre peut réaffirmer dans cette Chambre que le Québec ne veut pas d'énergie est sur son territoire et que le Québec a la pleine légitimité de refuser des pipelines? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je suis content que la chef de Québec solidaire soit parfois d'accord avec moi. Franchement, c'est agréable. Maintenant, elle dit pas d'oléoduc. Je ferai 2 petites corrections. Actuellement, le Québec reçoit 53 de son pétrole d'un oléoduc qui s'appelle Enbridge. Est-ce que la chef de Québec solidaire est d'accord pour qu'on garde l'oléoduc Enbridge? Deuxième position, que je voudrais juste éclaircir pour être bien sûr qu'on s'aime beaucoup, l'oléoduc de gaz, là, GNL, qui va arriver à Saguenay, qui va créer des emplois payants. Même le député de Jonquière, qui était contre le quick aux fraises, mais qui semble être pour l'oléoduc pour servir GNL, donc avoir un oléoduc de gaz. Est-ce que la chef de Québec solidaire est en amour avec ce projet-là aussi? Je voudrais juste être bien sûr, avant qu'on dise à tout le monde qu'on est en amour, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Première complémentaire, la parole appartient au chef
S'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Parole à la chef du deuxième groupe d'opposition. S'il vous plaît. Partez pas de rumeurs, là. S'il vous plaît. Je suis obligé quand même de rappeler la règle du non-applaudissement, bien que tous sourient à ces échanges. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, je vous demande de poursuivre votre question. En décembre dernier, le premier ministre a clairement dit qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour le projet Énergie-Est. Là, je le vois un peu patiner. Alors, j'espère qu'il n'est pas en train de reculer face à Jason Kenney. Je vais lui donner une deuxième chance. Est-ce que le premier ministre peut dire ici, en cette Chambre, qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le projet d'Énergie-Est? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas d'acceptabilité au Québec pour le projet d'Énergie-Est. Par contre, il y a un pipeline, un oléoduc qui s'appelle Enbridge, qui nous amène la moitié du pétrole. Moi, j'aimerais juste être clair, là. Est-ce que la chef ou la co-chef de Québec solidaire est d'accord avec ça? Puis il y a un beau projet de 13 milliards qui va créer des milliers d'emplois payants, qui s'appelle GNL, pour un oléoduc qui va partir de l'Alberta, qui va s'emmener au Saguenay. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Juste bien comprendre sa position sur les oléoducs. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Parlons-en donc du gaz naturel, qui n'est pas une énergie de transition. D'ici 2040, le méthane qu'émet le gaz naturel va émettre 87 fois plus de CO2 que le pétrole. Alors, est-ce que le premier ministre peut nous dire qu'il reconnaît que le gaz naturel n'est pas une énergie de transition? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'aime bien le mot « transition » parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Et il y a comme une échelle. Hein? Le pétrole est très polluant, le gaz est polluant, mais moins polluant. L'hydroélectricité, c'est moins polluant. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une transition. Avec le projet de GNL, ce qui est prévu, c'est d'avoir du gaz qu'on va pouvoir envoyer en Europe, qui va remplacer du charbon, du pétrole, donc qui va améliorer la situation des gaz à effet de serre dans le monde. Je sais que son parti est plus ou moins d'accord avec les nouveaux barrages hydroélectriques. J'aimerais mieux comprendre le plan. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, le 21 mars, il y a donc tout près d'un mois, j'ai eu un échange ici avec la ministre de la Santé à propos des bris de services en chirurgie en région. Le 21 mars, la réponse de la ministre de la Santé était « La Fédération des médecins spécialistes est sur le point de signer une entente avec l'Association des chirurgiens du Québec. C'est une excellente nouvelle et ça va se faire dans les prochains jours », disait-elle. Depuis sa réponse, Monsieur le Président, il y en a eu beaucoup des prochains jours. Il y a eu bris de service le 21, 22 mars à l'hôpital de la Pocatière et encore du 12 au 15 avril à la Pocatière. Depuis son assurance que la question serait réglée dans les prochains jours, elle a dû fermer la chirurgie les 21-22 mars à l'hôpital de La Sarre. Elle a dû fermer la chirurgie du 5 au 12 avril à l'hôpital de Maniwaki. Elle a dû fermer la chirurgie les 14 et 15 avril à l'hôpital de Val-d'Or. Elle a dû fermer la chirurgie du 12 au 15 avril à l'hôpital du Pontiac. Monsieur le Président, ça fait 28 jours depuis que la ministre nous a dit que la situation serait réglée dans les prochains jours. Combien de temps elle va encore attendre? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est sûr que l'entente que va signer la Fédération des médecins spécialistes avec l'Association des chirurgiens du Québec va être une entente qui va aider beaucoup la situation actuelle dans certaines régions du Québec. Alors, cette entente est actuellement en élaboration et elle sera signée dans un bref délai, dans les meilleurs délais. Il faut prendre le temps de faire les choses dans l'ordre. C'est une entente importante, Monsieur le Président. L'entente qui a été signée avec les anesthésiologues dans le passé a réglé beaucoup de problèmes au niveau de l'anesthésie. On a de moins en moins de bris au niveau de l'anesthésie au Québec, dans les régions, et c'est ce qu'on va faire au niveau de la chirurgie. Il faut laisser le temps aux gens de vraiment
élaborer une entente solide S'il vous plaît. avec l'Association des chirurgiens du Québec. Et cette entente va nous aider pour assurer la couverture de ces services En terminant. dans les régions du Québec. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'à ceux qui posent des questions, en l'occurrence, le député de Pontiac, s'il vous plaît. Monsieur le Président, elle nous avait dit quelques jours et on l'avait cru. Elle dit aujourd'hui, bref délai, on voudrait la croire. Mais il y a une vieille expression rendue célèbre par George Bush. Monsieur le Président, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Alors, pour éviter l'embarras, Monsieur le Président, et puisqu'elle insiste que ce sera signé dans les plus brefs délais, est-ce qu'on peut s'entendre, peut-être, pour un briefing technique sur l'entente qui sera signée, disons, dans 2 semaines, le 1er mai? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est sûr qu'on donnera toute l'information nécessaire là, aux députés de Pontiac, mais on va laisser le processus se faire. Mais je veux quand même expliquer quelques autres éléments, Monsieur le Président. Je suis allée en Outaouais dernièrement. Et l'hôpital de Maniwaki, effectivement, vit de temps en temps des problèmes de découverture. Et j'ai vu pourquoi ces problèmes de découverture. C'est que l'ancien gouvernement a centralisé énormément les services dans des grands centres. Il n'y a plus de volume dans ces petits centres. Nous, ce qu'on va faire, on va demander qu'il y ait davantage de volume pour que des chirurgiens soient intéressés à aller dans ces petites régions. Deuxième complémentaire, la parole n'appartient, je le répète encore une fois, au député de Pontiac. Collaboration. Monsieur le Président, soyez patient, c'est ça la réponse de la ministre. Mais quand ils ont besoin de chirurgie urgente, les gens de la Pocatière doivent prendre la route pour se rendre à Rivière-du-Loup. En Haute-Gatineau, on dit aux gens de se rendre dans les Laurentides et le comble. Monsieur le Président, ce week-end, on disait aux femmes qui devaient accoucher dans le Pontiac d'aller accoucher en Ontario. Monsieur le Président, le mois dernier, la ministre nous avait dit que ce serait réglé dans les prochains jours. Aujourd'hui, on voit qu'elle a mis son cahier de période de questions à jour. Elle dit plus bref délai, mais est-ce qu'elle a pris une seule action qui lui permet de dire que ça va être réglé? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, ça fait 6 mois que je suis dans la fonction et on va faire davantage, on fait davantage que ce qui a été fait pendant 4 ans. Nous, on va décentraliser. On va s'occuper qu'il y ait le volume adéquat pour qu'il y ait des chirurgiens qui aillent dans des régions qu'on nomme aujourd'hui. On a réglé des situations. On a réglé la Sarre. On a réglé la Malbaie. Nous, on va s'occuper qu'il y ait des services à proximité des populations dans des sous-territoires de plusieurs régions du Québec. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, dans l'entente entre Hydro-Québec et le Maine pour construire une ligne de transport d'hydroélectricité, Hydro-Québec va verser 170 millions US au Maine, ce qui comprend un 10 millions pour déployer Internet haute vitesse. L'entente stipule que les parties s'engagent à ce que la conception finale des lignes de transport inclue les installations et les équipements nécessaires pour fournir la fibre optique sur la ligne dans l'intérêt de l'État du Maine et en particulier des communautés d'accueil. Elle dit aussi que les parties s'engagent à construire l'infrastructure nécessaire le long du tracé du projet. Au crédit, j'ai demandé au PDG d'Hydro-Québec et au ministre des Ressources naturelles de faire la même chose pour le Québec parce que si c'est bon pour le Maine, bien, ça doit être bon pour le Québec aussi. Mais le ministre s'est limité à dire qu'il évalue la situation puis qu'il va nous donner une réponse dans la semaine des 4 jeudis. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il va demander à Hydro-Québec de prévoir sur ces lignes les installations nécessaires pour fournir Internet haute vitesse dans les régions du Québec? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, on en a discuté à l'étude des crédits ce lundi, mais je ne pense pas que la réponse qu'on a donnée ressemblait à celle énumérée par mon collègue. Effectivement, c'est une entente avec la ligne de transmission par le Maine, justement pour desservir le Massachusetts, avec en réalité des retombées de milliards de dollars pour l'économie québécoise. Et effectivement, 170 millions de dollars sont prévus, justement, pour faire atterrir cette ligne de transmission via le Maine. Et naturellement, c'est dans une logique aussi d'Hydro-Québec. On parle de bornes de recharge, à titre d'exemple, qui vont servir par de l'électricité. Maintenant, la réponse qu'a donnée M. Martel et moi-même lors des crédits est à l'effet qu'effectivement, on a regardé la possibilité de prendre les lignes de transmission pour y inclure la fibre optique. Un rapport a été déposé par Hydro-Québec. Je pense que le ministère de l'Économie a ce rapport-là entre les mains. Mais les premières conclusions qu'on avait, M. le Président, c'était à peu près 15 000 foyers auraient pu bénéficier, parce que c'est dans des projets de développement. Et actuellement, on s'attaque, nous, au gouvernement,
à brancher l'ensemble de la population, l'ensemble des foyers restants. Donc, à première vue, ce rapport-là ne mentionnait pas qu'économiquement, c'est intéressant, mais on va continuer de le regarder. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, mais on dirait que le ministre n'a pas lu l'entendre parce qu'on lui dit que les partis vont évaluer la faisabilité d'utiliser le réseau de la fibre optique québécois qui dessert Montréal pour le prolonger le long de la ligne électrique pour desservir le Maine. Donc, encore une fois, ce qui est bon pour le Maine à partir de Montréal, ce ne l'est pas pour le Québec. Est-ce que le ministre peut nous dire, enfin, s'il va demander à Hydro-Québec de fournir les mêmes services aux Québécois qu'ils fournissent pour les gens du Maine? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et encore là, Monsieur le Président, pourtant les discussions ont bien eu lieu à l'étude des crédits avec toutes les spécificités. Alors, la possibilité d'inclure la fibre optique dans les lignes, c'est dans des projets de développement. Hydro-Québec a fait son rapport sur les lignes en développement au Québec, a dit, oui, il y a des possibilités, mais c'est très marginal en termes de capacité. Et on a déjà dit, nous autres, qu'on mettrait 400 millions pour rendre, en fin de compte, Internet haute vitesse à l'ensemble du Québec dans les 5 prochaines années. Maintenant, la différence même avec le Maine, c'est une nouvelle ligne de transmission. C'est un développement où, en réalité, l'inclusion de la fibre optique fait plein de sens. Alors, on mélange deux dossiers. C'est pas du tout la même chose. Dans des projets de développement, c'est plausible, mais il n'y a pas de gain pour le Québec économiquement. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, je vais lui donner un exemple bien concret. Là. Dans mon comté passe la ligne Miquois-Saguenay. C'est une nouvelle ligne. Savez-vous quoi? Sur les terres agricoles d'un producteur de chez nous, il n'y a pas Internet haute vitesse. La ligne passe sur sa terre. Il veut transférer son entreprise à ses enfants pour prendre la relève. Il n'y a pas Internet haute vitesse. C'est une nouvelle ligne. C'est bien concret. C'est au Québec. Est-ce qu'enfin, il va donner un enlignement clair à Hydro-Québec de fournir la fibre optique à tous les Québécois, partout où c'est possible de le faire, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je pense que juste rassurer les collègues qu'il y a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui, heureusement, qui avancent très rapidement pour brancher le Québec. Satellite en est un, la fibre optique dans les maisons en est une autre, puis il y en a une troisième qui est de plus en plus étoffée. Et c'est une stratégie qu'on regarde présentement, parce que dans le budget, on a 400 millions qui ont été réalloués pour la connexion. Et plus tard aujourd'hui, dans les prochains jours, on va en parler, mais nous avons d'autres alternatives qui vont être plus économiques et plus rapides pour connecter le Québec que de prendre juste du fil sur un chemin électrique. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. La semaine passée, il y a des lanceurs d'alerte à l'intérieur de l'Autorité des marchés financiers qui ont parlé à des journalistes et ce qu'ils ont dit est troublant. L'AMF aurait fermé les yeux sur des allégations de malversation touchant SNC-Lavalin. Et plus on en apprend, plus ça sent mauvais dans cette histoire-là. Ce matin, les journaux révèlent qu'à cette même époque, tenez-vous bien, la personne qui supervisait les enquêtes vient de SNC-Lavalin. Les enquêtes qui portent sur SNC-Lavalin, Monsieur le Président, ça ne prend pas un post-doctorat en éthique appliquée pour comprendre qu'il y a un problème. L'AMF, c'est le gendarme financier des Québécois. Avec ces deux révélations-là, sa crédibilité est durement touchée. Là, je sais que le ministre des Finances va me répondre que c'est la faute des libéraux, c'est dans leur temps. Bon, c'est vrai que les libéraux étaient tout croche, mais là, maintenant, c'est lui qui est au gouvernement, c'est lui qui prend les décisions. Est-ce qu'il peut nous dire quel est son plan à lui, en tant que ministre responsable de l'AMF, pour rétablir sa crédibilité? D'abord, je vais vous demander de retirer le tout croche. Je m'excuse, on n'est pas rendu là. Il faut être attention. Je vous demande de retirer ces propos et de faire attention dans les termes que vous utilisez également. Réponse, s'il vous plaît, maintenant, du ministre des Finances. Monsieur le Président, l'AMF est responsable de l'encadrement des marchés financiers. C'est extrêmement important. C'est une responsabilité fondamentale. Et les allégations sont préoccupantes. C'est pourquoi j'ai demandé au Conseil consultatif de l'Autorité des marchés financiers d'étudier la question. Ils ont demandé d'avoir de l'aide externe pour faire leur rapport et je suis très satisfait des mesures qui sont prises et j'attends leur rapport. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Oui, le ministre répète ce matin ce qu'il a dit la semaine dernière. C'était insuffisant la semaine dernière, alors c'était encore insuffisant ce matin. Le comité dont parle le ministre, là, c'est un comité bénévole, c'est un comité administratif, c'est pas un organisme d'enquête. Est-ce que c'est trop demandé que l'enquête soit menée par des gens dont la job dans la vie, c'est de mener des enquêtes? Ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons des institutions
et je travaille avec ces institutions. L'AMF n'a pas de conseil d'administration formel. Elle a un conseil consultatif composé de gens compétents, professionnels, qui ont été choisis pour leur expérience. Et oui, ils ne sont pas rémunérés. Et c'est quelque chose qu'on regardera dans le futur. Là, on a un enjeu immédiatement, puis on s'occupe de cet enjeu. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, il y a bien des gens qui ont voté pour la CAQ justement parce qu'ils étaient tannés de ce genre de réponse-là. Ils étaient tannés de l'éthique élastique des libéraux. Et aujourd'hui, ces gens-là sont déçus parce qu'en matière d'éthique, la CAQ se dégonfle. Hier, une nomination partisane. Aujourd'hui, une réponse mollassonne face à un problème d'éthique dans une institution importante. Monsieur le leader du gouvernement. Le Président, le député de Gouin sait très bien qu'on ne peut pas qualifier la réponse qui est donnée. Je lui demanderai de faire preuve de réserve dans ses commentaires qui peuvent être blessants pour le ministre des Finances. Je me permettrai, s'il vous plaît, encore une fois, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, de vous demander de faire attention aux motifs indignes. Je vous ai demandé déjà de retirer des propos que vous aviez prononcés. Alors, je vous demande d'être prudent, encore une fois, et de vous en rappeler, s'il vous plaît. Appelons ça de bord une réponse décevante. Et j'ai une question. Qu'est-ce que les ministres de la CAQ mettent dans leur café pour devenir aussi mous en matière d'éthique? Où est passée la tolérance zéro du premier ministre? Réponse du ministre des Finances. Encore une fois, prudence, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, dans les propos que vous tenez. 2 fois, je vous le dis également. Monsieur le ministre des Finances, votre réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je veux rassurer tout le monde, l'éthique, c'est extrêmement important et l'éthique des marchés financiers, c'est fondamental. La différence entre le député... C'est quoi son côté? Ouais. Merci. La différence entre le député de Gouin et moi, c'est que je n'ai pas l'intention de paniquer parce qu'il y a une nouvelle dans un journal. On a des institutions. Je travaille avec ces institutions. Le conseil consultatif de l'AMF est composé de gens compétents. Ils ont décidé d'utiliser des ressources externes. Je salue cette initiative. J'attends leur rapport et je n'ai pas l'intention de paniquer parce qu'il y a une nouvelle dans un journal. Question principale. Madame la députée de Westmont-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Le 20 mars, je me suis levée pour rappeler au ministre de la Famille l'engagement de son gouvernement d'octroyer 22 millions de dollars de plus par année dès cette année pour les familles avec des enfants lourdement handicapés. Le ministre me dit de ne pas m'inquiéter. Le lendemain, jour du budget, honte de choc pour ces familles qui, selon leurs mots, se sentent trahies par le gouvernement. Rien pour eux dans le budget, pas une scène de plus. Pourtant, c'était clair, 22 millions de dollars par année, c'est même dans leur cadre financier. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer pour oublier un engagement si important pour le premier ministre? En fin de semaine, on a compris un peu plus. Dans un article du Devoir, le député de Soulanges a expliqué candidement qu'il y a eu comme une bisbée. Monsieur le Président, est-ce que le député de Soulanges peut nous expliquer quelle bisbée peut justifier le fait d'avoir abandonné les familles avec les enfants lourdement handicapés? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je vous rassure, on travaille en équipe. On travaille en équipe pour régler ce dossier-là rapidement. Donc, je réponds à ma collègue députée de Westmont-Saint-Louis que le travail, il est déjà très avancé, qu'on a mis les bouchées doubles. Parce que, vous savez, dans ce dossier-là, on avait le souci, on a toujours le souci de bien faire les choses. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ça ici. On souhaitait faire un programme beaucoup plus efficace que ce qui existait déjà, parce que ce qui existait déjà a été dessiné sur le coin d'une table et les parents eux-mêmes reconnaissent que le programme doit être amélioré et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Par contre, on a aussi compris, et je pense que ça a été très clair, que l'urgence est un facteur très important pour ces familles-là. On est à l'écoute, on travaille en équipe là-dessus, notamment avec la députée de Soulanges, pour s'assurer qu'on aura non seulement le meilleur programme possible, mais qu'on aura aussi ce programme-là dans les plus brefs délais. Et je réitère ce que j'ai moi-même dit, ce que le premier ministre a dit, toutes les sommes qu'on a promises, tout l'argent qui était prévu à notre cadre financier sera remis aux familles. Première complémentaire, Madame la députée de Westmont-Saint-Louis, faites attention à vos propos, s'il vous plaît. Je les entends très bien. J'aimerais aussi entendre les questions et les réponses. Sera remis, Monsieur le Président, mais pas cette année, l'année prochaine. Lundi, le ministre de la Famille a déplacé la dernière minute une rencontre alors que les familles des enfants lourdement handicapés étaient déjà sur place. Le 2 avril, c'était le ministre responsable des aînés qui a annulé une rencontre et le ministre de Famille, lui, il n'y a rien dans son agenda. Monsieur le Président, maintenant qu'on sait que le gouvernement n'a pas choisi d'aider ces familles cette année, c'est qui pourront-elles se compter?
Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, quand je rencontre ces familles-là, vous savez ce qu'elles me disent? C'est qu'elles sont déçues. Elles sont déçues de ce qui a été mis sur la table par le précédent gouvernement. Et ça les a mis dans le trouble parce que le programme, il est mal construit. Le programme, il est tout croche. Et là, maintenant, nous, on doit réparer les pots cassés. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fera pas. Donc, on va le faire. Il reste peu de temps. Silence. Quelques secondes à la période de questions. Monsieur le ministre de la Famille, continuez. On va le faire et on va le faire de la bonne façon. Et vous savez quoi? Ce que je réponds à ma collègue députée de Westmount-Saint-Louis, c'est que ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera cette année. C'est l'engagement qu'on a pris et vous allez voir, ça va se faire rapidement. Cela, Monsieur le député, je vous rappelle simplement, je vous entends très bien, faites attention aux propos que vous dites et je les entends clairement, s'il vous plaît. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.